Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission spéciale consacrée à l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ils étaient au four et au moulin, ils étaient aux avant-postes sous le leadership du chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabry. Entre-temps, des démissionnaires du CDP, le parti au pouvoir d'alors, sont venus grossir les rangs du CFOP. De meeting en meeting, la mayonnaise va prendre et cette unité d'action a largement contribué à l'insurrection populaire. Et vous l'aurez compris, nous recevons donc sur ce plateau des politiques et je commence par présenter donc à ma droite monsieur Bindi Woba du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Deuxième invité, maître Stanislas Benawende Sankara de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste. Comme invité également sur ce plateau, Jean-Hubert Bazier du CFOP, le chef de file de l'opposition politique, et Pascal Temaï Benon, vous êtes tous donc du MPP. Alors, nous allons commencer donc ce deuxième plateau par poser cette première question. Alors, comment s'est formée cette unité d'action sacrée donc entre d'abord les partis politiques et ensuite les partis politiques et les OSI? Maître Stanislas Benawende Sankara, comment est-ce que tout ce beau monde a pu se retrouver pour se battre ensemble pour parvenir à cette insurrection-là? J'avoue que c'est une très longue histoire, hein, mais on va aller à l'essentiel au regard du temps qui nous est imparti. Mais je voudrais simplement, pour mémoire, rappeler que déjà le 21 mai, à Combisli, il y a eu ce qu'on appelait l'appel de Combisli, qui était un appel lancé par les députés de l'opposition de l'époque, ADJ et UPC. Et cet appel, justement, appelait le peuple burkinabé à faire bloc contre la révision de l'article 37, contre l'opérationnalisation donc du Sénat. Et n'oubliez pas qu'il y a eu avant ça le CCRP, où le chef de file de l'opposition politique avait, de façon péremptoire, refusé d'y aller. Le cadre de concertation pour les réformes politiques. Tout à fait. Donc, déjà, pour répondre à votre question, nous avions à l'époque le chef de file de l'opposition politique, qui était une institution qui regroupait les forces vives, notamment de l'opposition, qui avait un agenda, un programme, une plateforme. Et cette plateforme a été quelque part aussi supportée par l'ensemble des OSC qui étaient contre la révision de l'article 37. Donc il y avait justement ce lien d'ancrage, de convergence, donc de tous ceux-là qui pensaient qu'il fallait effectivement mettre un frein, barrer la route à toute velléité de pouvoir à vie. Alors l'union sacrée entre, en tout cas, des hommes politiques qui ne sont pas tous du même bord, disons, idéologique, mais au-delà de ça, des hommes politiques également, en tout cas, qui n'étaient pas au départ, disons, en tout cas, du même bord, parce qu'il y avait des gens de l'ancienne majorité qui ont rejoint ensuite l'opposition. Alors, monsieur Jean-Hubert Bazier, comment on peut expliquer, en tout cas, cette union sacrée qui a pu se former, en tout cas, pour barrer la route à la... En un laps de temps aussi, on peut le dire, en un laps de temps. Bien, je dirais que les objectifs étaient consensuels. C'était donc le rejet du Sénat et le rejet de la modification de l'article 37. Dès lors que les objectifs étaient communs, je crois que le second défi, c'était une forme de management de ces différences. On avait à peu près une trentaine de partis d'obédience diverses. Il y avait des communistes, des sociodémocrates, des socialistes, des libéraux, des sankaristes et autres. Il fallait donc arriver à trouver un consensus et faire en sorte que chacun se sente impliqué dans cette bataille. Et je crois aussi que l'ensemble des responsables politiques se sont tenus et ont mis en œuvre une dynamique unitaire tant au niveau du sommet, c'est-à-dire de l'opposition CFOP, comme je l'appellerais, qu'à la base, en amenant les différentes subdivisions de leur parti à travers tout le territoire à travailler ensemble. Donc c'est un compagnonnage qui s'est développé.
et une forme de collaboration avec les autres forces qui étaient sur le terrain. Parce que les partis politiques ne travaillaient pas uniquement pour eux et entre eux. Il y a eu des rapprochements avec les organisations de la société civile. Il y a eu des campagnes d'information auprès des institutions internationales et des ambassades. Il y a eu véritablement un programme qui a été mis en œuvre, tendu vers le refus de la modification de l'article 37. Alors l'union sacrée, donc Monsieur Bindi Bouba, la question est assez délicate quand on sait que les hommes politiques très souvent sont mus par des positionnements, des questions de positionnement et de leadership. Alors ici, ce qu'on a remarqué véritablement, c'est que le chef de file de l'opposition, il était là et que tout le monde était derrière, Monsieur Bouba. Oui, tout à fait. Il faut dire que, si vous voulez, l'agrégation entre les différents partis, je dirais que ça s'est fait aussi naturellement que possible. Puisque notre contradiction principale, c'était Blaise Compaoré et son régime. Dès la naissance, par exemple, du MPP, nous avons annoncé les couleurs. À savoir que notre combat, c'est le combat contre le régime de Blaise Compaoré, sa patrimonialisation du pouvoir, sa durée au pouvoir, et ainsi que la modification de l'article 37, et ainsi de suite. Or, en naissant dans l'opposition, nous avons trouvé une opposition qui était déjà dans cette logique. Une opposition que vous avez combattue aussi pendant longtemps. Pendant 27 ans, vous les avez combattus. Que le CDP a combattu. Que le CDP a combattu. Voilà. Donc il faut faire la part des choses. Nous, à la naissance du MPP, nous nous sommes inscrits dans l'opposition et nous avons, dès notre première conférence, dit que nous allons participer à toutes les manifestations qui seront organisées par l'opposition. Et c'est comme ça, par exemple, que la marche du 17 janvier, je pense, nous nous sommes inscrits et vous avez vu que le président Roch était à côté de Zéphirin Diabré. Alors, monsieur Ouba, mais est-ce que certains, peut-être au sein de l'opposition, disons l'ancienne opposition, parce que certains ont qualifié, en tout cas les MPP, d'ouvriers de la dernière heure, monsieur... Ou sinon de la 25e heure. Exactement. Alors, monsieur Beno, est-ce que au départ, il a été facile pour vous de vous insérer entre griffes dans ce mouvement qui s'était donc déjà formé, cette union sacrée des politiques contre la modification de la Vous savez que ce n'est pas toujours facile de s'insérer dans un groupe qui est déjà existant parce qu'il y a la méfiance. On se dit, est-ce que ce n'est pas un cheval de Troie? Est-ce que ce n'est pas des gens qui viennent pour... c'est une autre technique de Blaise Compaoré pour venir infiltrer l'opposition et tout ça. Mais je crois que ça n'a pas duré. Ils ont compris très vite que ceux qui ont quitté le CDP, il y avait réellement un combat qui était mené à l'intérieur du CDP depuis un bon bout de temps par rapport au fait qu'il y avait un courant qui ne voulait pas réellement que cet article 37-là soit modifié. On s'est dit, franchement, il faut qu'on arrête parce que cet article 37 a été modifié on ne sait pas combien de fois et que cette fois-ci, quand on voit même la campagne que menait l'opposition, le CFOP à l'époque, ça ramenait véritablement des aspirations populaires. Le combat était mené à l'intérieur jusqu'à ce que, voyant que nous ne pouvions pas faire changer les choses, on est sorti du CDP. C'est ainsi que nous étions 75 à démissionner du bureau politique. Et c'est vrai que quand nous sommes venus nous présenter au CFOP, on s'est dit, on vient sous la coupe du chef de file de l'opposition, on ne vient pas pour prendre sa place, on vient en tout cas, on se met à leur disposition pour cette plateforme minimale sur laquelle on se bat, c'est non au Sénat, non à l'article 37, etc., etc. Mais pour revenir un peu aux événements des 30-31 octobre 2014, l'impression générale qui s'est dégagée, c'est que les politiques ont été débordés, entre griffes. Parce qu'on a vu même des déclarations sur lesquelles les politiques ont dû revenir parce que les OSC ont estimé qu'ils n'étaient pas allés suffisamment loin, disons, dans les déclarations. Est-ce qu'à un certain moment, vous ne vous êtes pas senti débordé, M. Jean-Hubert Bazé, par les OSC? Si vous permettrez, je voudrais d'abord saluer l'intervention que je viens d'entendre parce que il y en a qui disaient que le MPP
a été le moteur de l'insurrection, ce qui supposait que ceux qui étaient là avant... Ça, c'est le débat sur la paternité de l'insurrection. Était sur cale. Ouais. Voilà, que ça veut dire que la machine était sur cale. C'est pour dire simplement qu'il y a des débats qui sont déplacés et qu'il y a une solidarité de fait qui était sur le terrain. Je me rappelle en janvier, quand les leaders du MPP sont venus, de façon unanime, nous les avons accueillis. Et je me souviens aussi que le président Zéphirin Diabré disait hey, hey, pour dire attention, attention, nous vous tenons à l'œil. Évidemment, il y avait encore un flottement d'attentisme, mais au fur et à mesure du combat, nous avons eu la même préoccupation et la même Avant vision. de vous permettre de continuer, Oui. je veux poser la question à M. Bindi Ouba. On l'a vu dans la presse aussi, le MPP, notamment le président du groupe parlementaire MPP, a déclaré que le MPP a été le moteur de l'insurrection populaire. Il a donné même des dates où, au cours de vos rencontres, vous avez décidé de mener une insurrection. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un débat malsain au moment où on est en train d'honorer la mémoire des martyrs? Non, je voudrais d'abord... Sans trop tomber dans la polémique, Oui, je veux juste que vous réagissez à cette question. Je voudrais d'abord Oui. saluer les hommes politiques de notre pays, la hauteur d'esprit des hommes politiques. Parce que sans cette hauteur d'esprit, nous n'aurons pas pu faire cette insurrection. Donc, le débat dont vous parlez, il n'est pas de séant. Il a fallu qu'on se mette ensemble pour pouvoir venir à bout de ce régime-là. Donc personne ne peut réclamer ou revendiquer la paternité de cette insurrection. Bien sûr que, vous savez que chacun peut revendiquer la paternité. Mais la réalité est que c'est comme un accident d'avion. Il n'y a jamais une seule cause, c'est plusieurs facteurs en même temps. Dans la même chose, un événement historique aussi important que celui qui s'est passé ne peut pas être du fait d'un seul groupe d'hommes. Ce n'est pas possible. Ok, on peut dire que le débat, on va le clore, parce que bon, c'est la polémique, mais Maître Sankara, aujourd'hui, j'avais posé la question, voilà, sur ces politiques qui semblaient être débordées par, en tout cas, les organisations de la société civile et d'une manière générale, les citoyens. Non, nous n'étions pas débordés. Et dans notre démarche de lutte contre le régime en place, nous avions mené des concertations tous azimuts. Les OSC ont été concertés. Nous avons invité les OSC au siège du chef de file de l'opposition. Et vous savez très bien que les OSC sont jalouses de leur indépendance et que aussi il y avait des OSC qui aimaient bien garder leur dépendance. Et tout cela n'a pas été facile à gérer à cause des sensibilités. Mais au fur et à mesure que ces contacts se sont développés, au fur et à mesure que les OSC s'organisaient à leur niveau, la solidarité s'est affirmée autour des objectifs communs. Donc il n'y a pas eu de dépassement. Oui, mais Maître Sankara, je pose la question parce qu'à un certain moment quand même, au moment où certains voulaient réclamer le départ ici et maintenant du président du Faso, alors on a vu cette déclaration où quand même les partis politiques campaient toujours sur la question du retrait du projet de loi de modification, Maître Sankara. D'abord, il y a eu une première déclaration du chef de file de l'opposition. Voilà, Blaise Compaoré a retiré le projet de loi. Et il a fallu que les manifestants reviennent à la charge pour que finalement on demande le départ de Blaise Compaoré. Est-ce que l'opposition n'est pas victime un peu du fait qu'elle voulait rester dans un cadre républicain? Blaise Compaoré, tu retires le projet et puis tu vas au terme de ton mandat. Peut-être que je vais demander à Maître Sankara la possibilité de dire ce que le président Zéphirin a dit dans le cadre de la conférence de la coordination des forces démocratiques pour un vrai changement. Il va répondre et après on va y revenir. Il va répondre. Allez-y. Moi, je préfère qu'il termine. Allez-y, parce qu'on n'a pas assez de temps. Allez-y par rapport à la question qu'on a posée. Le président Zéphirin a eu à dire qu'il y a eu une première déclaration.
Et après cette première déclaration, qui faisait le constat, il a appris qu'il y a eu des morts. Et c'est après avoir été informé qu'il y a eu des morts qu'il y a eu une seconde déclaration, si vous voulez, plus radicale, qui disait que Blaise Compaoré devait partir à cause justement des conséquences qui sont justement ces morts-là. Donc, entre la première déclaration et la deuxième déclaration, ceux qui n'avaient retenu que la première déclaration ont pensé que les partis politiques étaient en retrait, que c'était une réaction molle. Et vous voyez très bien qu'il y a différentes étapes. Et ce sont ces étapes-là qui ont fait comprendre que le CFOP en tant que tel, la coordination des partis politiques de l'opposition, avait une démarche unitaire. Le CFOP n'est pas le chef de l'opposition, il est le porte-parole. Il anime, il coordonne. Quand on veut prendre une décision, il y a une concertation d'ensemble. Okay. Mais quand il a appris que la colère grondait en ville, et qu'il y avait des victimes, et qu'il y avait même des menaces de brûler et sa maison et les maisons des responsables de l'opposition, il a pris ses responsabilités. Okay. Maître Sankara, votre réaction à présent? Merci. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, je suis là pour l'histoire. Et j'ai été effectivement au chef de file de l'opposition politique la journée du 30, puisque nous avons été à l'Assemblée nationale. Et de l'Assemblée nationale qui a consumé, nous sommes revenus effectivement au siège du chef de file de l'opposition politique, où il y avait le QG, c'est-à-dire tous les chefs de parti, membres donc, de cette institution devraient se retrouver là pour élaborer les stratégies et coordonner la lutte. Et je rappelle que cette lutte-là, depuis 2013, depuis le 21 mai 2013, c'était une lutte planifiée. Donc, ce n'est pas venu ex nihilo. Et on savait où on allait. Donc, il faut aussi rester à l'écoute des bases. Parce que, avant justement la date fatidique, nous avions mis en place sur l'ensemble du territoire des structures qui étaient effectivement sous la coupe donc, du chef de file de l'opposition politique avec une feuille de route. C'était avec une feuille de route et avec des responsables. Donc, de ce point de vue, quand effectivement nos militants ont commencé à tomber, et je me souviens que quand, par exemple, le jeune Woba a reçu les balles assassines devant le domicile de François Compaoré, nous avons reçu immédiatement un coup de fil qui dit « quelqu'un est tombé ». La réaction immédiate était de dire « si un militant est tombé, c'est fini ». Et de ce point de vue, à l'intérieur, effectivement, dans la mesure où il y avait une ébullition en ville, la première déclaration qui consistait plus ou moins à rappeler de l'ordre et tout ça, on a dit non. Il faut que Blaise Compaoré parte ici et maintenant. Ça a été la position unanime. Donc, à l'intérieur, effectivement, il y a des chefs de parti qui ont voulu dire restons en République parce que le chef de l'État, Blaise Compaoré, le projet de loi, a déjà fait un discours où il disait non, je vais partir, donc la mission est terminée. On ferme même le CFOP. Ça a été dit. Zéphirin Diabla a dit non, il va fermer le CFOP. Nous, on a dit le CFOP procède d'une longue lutte de notre peuple. Le CFOP, là, mais c'est depuis le groupe du 14 février. Et ensuite, on a créé le CPO. Et le MPP est venu en 2014 s'ajouter. Quand on crée le CFOP, il y avait 54 partis politiques. Il y a une partie qui a rejoint le CCRP. Donc, pour l'histoire et pour l'amour de ce peuple, il faut qu'on restitue cette vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour sacré. Du sang a été versé. Des gens sont morts pour l'histoire. Et moi, je veux simplement dire que le départ de Blaise Compaoré, effectivement, c'était de rester en phase avec ce peuple qui était dans la rue, qui commençait à tomber sous les balles assassines, et que le chef de file de l'opposition politique, en tant que
ce responsable qui pilote le mouvement devrait se suivre simplement de ce que dit le peuple dehors. Voilà pourquoi, effectivement, le premier papier a été froissé, jeté, et on a lu le bon papier pour dire Blaise Compaoré dégage. Voilà, Blaise Compaoré, il est parti. Nous allons poursuivre les échanges avec M. Pascal Temeï Bianon du MPP. Blaise Compaoré est parti. Il y a eu une transition et ça a été vraiment houleux. Et finalement, des élections démocratiques ont été organisées. Vous êtes aux affaires. Et les aspirations profondes du peuple burkinabé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous arrivez à répondre à ces aspirations? Il est évident qu'en l'espace de 8, 9, 10 mois, on ne peut pas répondre à ces aspirations. Vous savez que les aspirations sont très profondes, très diversifiées et très larges. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes peut-être dans quelques semaines, on sera à l'an 1, enfin peut-être quelques mois, à l'an 1 de l'accès au pouvoir. Et c'est vrai que nous sommes arrivés à trouver des situations assez difficiles. Vous savez très bien que le MPP est arrivé à trouver un budget 2016 qui n'est pas son budget. Bon, il y a un certain nombre de points acquis sur lesquels on ne pouvait pas revenir. Quand les gens parlent de « on a donné l'argent aux magistrats, on a donné l'argent à ceci », non, c'est des acquis. La loi 081, tout ça là. On prend ça en compte, c'est la continuité de l'État. Donc quand vous voyez tout ça, on ne peut pas dire qu'au bout de 10-11 mois, on est satisfait des aspirations. Avec les grèves à répétition, avec les grèves qui viennent, on les comprend, c'est tout à fait normal. Est-ce que ceux qui disent que le MPP a travaillé à conquérir le pouvoir, mais n'est pas prêt à le gérer, c'est de la critique facile? Non, mais ça, c'est de la politique politicienne, on les connaît. Bon, c'est des gens qui ont même été aux affaires, qui n'ont pas fait grand feu, qui n'ont pas fait grand chose au pouvoir, qui ont passé l'État à caresser Blaise dans le sens du poil. Bon, on les connaît, donc quand eux, ils parlent comme ça, ça ne nous touche pas. Mais quand on entend les voix qui viennent des populations, quand on entend les problèmes du peuple, qui sortent du peuple, ça nous touche. Alors, les questions d'eau, les questions de santé, ça nous touche. Mais dire que bon, on a pris le pouvoir et on ne sait plus quoi en faire. Il y en a qui disent même que si on ne sait pas quoi en faire, on va faire. Alors, on va faire un petit étape sur cette question extrêmement importante. Alors, aujourd'hui, au 10e anniversaire de cette insurrection populaire, est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso d'aujourd'hui est conforme aux aspirations qui ont vraiment prévalu à l'insurrection populaire? On va faire un tour de table sur cette question pour finir. Monsieur Jean-Hubert Bazé. Oui, je voudrais simplement rappeler que les aspirations des Burkinabés ne se limitaient pas au rejet de la modification de l'article 37, qui avait des revendications sociales, il y a des revendications de l'ordre de la justice pour que l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques prenne fin. Donc, ce sont des aspirations plus larges que ce qui a réuni au départ les partis politiques, les OSC, etc., pour demander, en définitive, le départ de Blaise Compaoré. Donc vous attendez toujours? Cela pour dire que au cours de la campagne pour les élections, il y a eu des promesses qui ont été faites. Ces promesses s'inscrivent dans le temps, mais au regard des attentes fortes de la population, au regard d'un certain nombre d'impatiences, au regard du calendrier élargi des Burkinabés face au nouveau pouvoir, il y a un déficit. Déficit d'exécution, déficit de confiance. Et ce déficit, il faut que le nouveau pouvoir puisse le combler. On ne peut pas dire que c'est le fait de l'opposition que ces attentes existent. Et donc, le nouveau pouvoir doit assumer ses responsabilités. Merci, c'est bien compris. Monsieur Oué. Oui, merci. Je reviendrai juste un petit bout par rapport, quand je félicitais la qualité de nos hommes politiques, parce que l'insurrection qui s'est passée en 2014, elle est différente de ce qui s'est passé le 3 janvier 66, où la classe politique a pu le pouvoir remettre aux militaires.
et puis ça allait s'asseoir. Cette fois aussi, les militaires... Non. Et les militaires ont duré combien de temps? Ils sont partis que le 30 octobre 2014. Donc c'est pour ça que je salue la qualité de nos hommes politiques qui, cette fois-ci, n'ont pas commis cette erreur-là. Maintenant, pour revenir par rapport aux attentes, etc., soit le déficit dont vous parlez là, il faut qu'on soit clair. L'insurrection a résolu un problème et montré un chemin. Résolution du problème, on a fait partie de Blaise Compaoré. Montrer un chemin, voilà désormais, voilà comment nous voulons que notre pays soit dirigé. Et sur ce chemin, il y a des panneaux, la justice et beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Et c'est pour cela que le président Roch a fait un programme. Parce que qu'est-ce que les uns et les autres réclament? La justice, le bien-être, etc., etc. Ce programme-là, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est par rapport à la bonne gouvernance. C'est très clair. Nous voulons des institutions solides, bien faites, équilibrées, où la justice joue son rôle. Deuxièmement, le président veut que le capital humain soit valorisé. Parce qu'il ne sert à rien de sortir en insurrection si on ne peut pas mettre en valeur le capital, on ne peut pas construire le capital humain pour justement ne plus tomber dans les mêmes errements que les années antérieures. Et troisièmement, avoir une économie structurante. Voilà ce qui est proposé au peuple burkinabé et c'est ce que le peuple burkinabé a choisi en éligeant le président Roch Compaoré. Donc, Kaboré. Excusez-moi, le président Kaboré. Excusez-moi de lapsus. Donc, il faut que nous soyons cohérents. Le peuple doit être cohérent dans sa démarche. Nous avons fait confiance à une personnalité, à un programme politique qu'on lui permette donc de mettre en place ce programme-là. Alors, Maître Sankara, on l'a trouvé crédible, c'est pour cela qu'on l'a élu. Maître Sankara, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les acquis de l'insurrection, en tout cas, sont de mise, sont préservés aujourd'hui, disons? Si, j'allais dire que ce qui me paraît extrêmement fondamental, c'est l'option de la voie de la démocratie et de la liberté comme socle de réponse aux préoccupations des Burkinabés sur le terrain du social et sur le terrain de l'économie. Nous avons réglé un problème qui était un problème politique. Aujourd'hui, il reste maintenant à régler les questions existentielles. Et moi, je crois que les Burkinabés ont choisi un homme et son programme. Et les Burkinabés doivent assumer leur choix? Les Burkinabés doivent assumer. En croisant les bras? Non, pas en croisant les bras. En faisant quoi? Pas en croisant les bras, parce que la démocratie ne s'accommode pas de ça. Vous avez vu qu'il y a le pluralisme. À l'Assemblée nationale, vous avez une opposition qui joue son rôle. Et vous avez même un équilibre de pouvoir à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il fait chaud dans les rues? Pourquoi il fait chaud dans les services? Il fait chaud dans les services parce qu'effectivement... Non, il y a des gens qui veulent cette chaleur-là. Et si vous avez choisi cette chaleur, c'est votre choix. Les syndicats, on parle des syndicats. La classe syndicale n'a pas forcément choisi cette chaleur, mais elle est tenue aussi d'exprimer ses préoccupations. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut par exemple empêcher un journaliste, par exemple, public, d'aller en grève? Non. Pas du tout. Mais la multiplication des grèves, ça doit être quand même un indicateur. Si va en grève, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais les paysans aussi peuvent aller en grève. Ou les éleveurs. Le paysan, n'a pas un... Soyons sérieux. Non, élevons le niveau du débat et soyons plus sérieux. Parce que je crois, j'ai la parole jusqu'à présent, on ne l'a pas retirée. Je pense que votre question, c'est de savoir si après les élections qui ont eu lieu le 29 novembre 2015, qui ont été saluées, même par les perdants, y compris M. Zéphirin, chef de file de l'opposition politique, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une déception? Moi, je dis non. Il n'y a pas de déception en ce sens que les Burkinabés, fondamentalement, ont choisi la voie de la démocratie pour le règlement de leurs problèmes. Si les Burkinabés connaissent et ont choisi la voie de la liberté, c'est normal qu'il y ait des grèves, parce que c'est un droit syndical. C'est normal qu'il y ait aujourd'hui, effectivement, des revendications dans tous les segments. Mais en revanche, c'est le pouvoir politique qui est interpellé à donner des réponses. Voilà, nous considérons que ce sont des interpellations. Des indicateurs. Nous considérons
que ce sont des interpellations. Et ces interpellations, nous allons tout faire pour répondre à notre manière et selon ce dont nous disposons pour répondre à cela. Et nous serons là pour juger. Absolument. Merci Voilà, et nous allons Merci, mettre voilà. fin à, à ce plateau consacré donc réservé aux partis politiques. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions à l'instant Monsieur Bindi Woba du MPP, Maître Stanislas Benewende Sankara de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris, Jean-Hubert Bazier de l'ex-CEFOP et toujours au CEFOP, au chef de file de l'opposition politique, et Monsieur Pascal Temaï Benon du MPP. Voilà, c'est tout pour ce plateau donc réservé aux partis politiques. Merci d'être venu. Merci de nous avoir Merci, invités. bonne continuation. Merci.